Amis téléspectateurs, merci d'être avec nous dans cette émission Justice, Démocratie. Avec à l'honneur aujourd'hui la vie constitutionnelle en République de Guinée. Eh bien, longtemps soumis à consommer les propositions, les innovations des autres, la classe politique guinéenne se réveille avec des propositions sur la vie constitutionnelle, le fonctionnement et justement ses articulations dans notre pays, la République de Guinée. Eh bien, le président du PTS fait une proposition de révision du mandat présidentiel en République de Guinée. Au lieu de 2 mandats, il propose un mandat unique non renouvelable. De quoi susciter les débats les plus houleux, mais aussi les plus académiques dans la cité. Et pour en parler, amis téléspectateurs, j'ai cru devoir recevoir ici même au plateau de la télévision nationale le ministre des Droits de l'Homme, M. Gassama, que vous connaissez. Avec lui dans cette émission, M. Amadou Diallo, il est le vice-président de la commission des lois, député de l'UFDG dans cette émission Justice et Démocratie. Et à ma gauche, l'honorable Mamadi Diawara, il est le président de la commission délégation, président du PTS, c'est un parti de la mouvance présidentielle. Avec ces 3 invités, amis téléspectateurs, nous allons tenter de cerner les contours de cette proposition. Eh bien, mes chers invités, vous êtes les bienvenus. Alors, M. Diawara, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que la classe politique guinéenne se réveille, et certainement c'est dû au soubresaut politique que notre pays connaît. Et vous, vous avez eu quand même justement le mérite de faire une proposition, et c'est quelque chose, à mon avis, que vous mettez en discussion. Il s'agit de la refonte du mandat présidentiel en République de Guinée. Alors, M. Diawara, pourquoi cette proposition? Je suis sûr que notre proposition n'est pas une proposition venue comme ça. C'est une proposition bien réfléchie. Vous êtes parti de quoi? Voilà, je suis parti de la situation que nous vivons actuellement. Bien. À chaque consultation électorale, la Guinée est au bord du gouffre. À chaque consultation électorale, on a l'impression que la Guinée vient de renaître et que tout va mal. Celui qui est là, c'est l'anathème permanent qu'on jette sur celui qui est au pouvoir. Le démon se réveille. Le démon se réveille. Pourquoi? C'est une question d'alternance. L'alternance pose toujours des problèmes. Et si on y prend garde, c'est le problème d'existentialité de la Guinée en tant que tel qui risque de poser problème. Et vous proposez quoi, justement? Moi, je propose tout simplement. Parce que le régime présidentiel actuellement, c'est 2 mandats. Non, ce régime-là, il est consommé, c'est 2 mandats, et nous sommes en pleine campagne électorale bientôt pour la réélection du président en exercice, et dont je fais partie de l'équipe, je suis partie prenante de l'élection présidentielle. Voilà. Donc, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est de faire une évolution constitutionnelle. L'évolution constitutionnelle consiste à revoir la situation politique de la Guinée en tant que Guinée, qui est une spécificité de l'Afrique occidentale, parce que ce n'est pas nous qui avons créé les 4 régions, ce n'est pas nous qui avons créé les 4 ethnies, ce n'est pas nous qui avons créé, on a trouvé comme ça, mais nous sommes dans une république, nous sommes dans un État unitaire, nous voulons rester une république unie et un État fort. Pour évoluer, moi je dis tout simplement, pour éviter tout ce qu'on a comme problème actuellement, que l'évolution constitutionnelle tienne compte des soubresauts de chaque élection qui nous amène au bord du gouffre. Je propose que désormais, si le peuple de Guinée, si les intellectuels partagent avec nous, si l'ensemble des cadres politiques partagent, que la Guinée aille vers un mandat unique des présidents de la République. Le mandat il peut être d'une durée de 6 ans, 7 ans, ça dépendra de ce que le peuple du Guinée... Non renouvelable. Non renouvelable. Ça permet au président élu de se consacrer au développement de la Guinée, de son travail. Il n'est plus l'otage des promesses électorales. Il n'est plus l'otage de qui que ce soit. Il est otage tout simplement de ses engagements vis-à-vis du peuple. Vis-à-vis du peuple. Et surtout, il sera omnibulé par la trace qu'il pourra laisser dans l'histoire. Monsieur Diaby, vous êtes le ministre des Droits de l'Homme.
Merci d'être avec nous dans cette émission. Est-ce que vous pensez que le mandat présidentiel tel qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire 2 mandats, est-ce que vous pensez que cela pose un problème? Une des sources de mots, des soubresauts politiques, de cette psychose que les populations connaissent en période de préélectorale, ils pensent justement qu'une des raisons justificatives de cette situation, vous le pensez, monsieur le ministre? Je crois que c'est quelque chose à saluer, puisque, à y regarder de près, notre pays souffre d'une problématique institutionnelle. Quel modèle institutionnel il nous faut, quel système démocratique il nous faut, pour faire en sorte que l'ensemble du peuple de Guinée se retrouve en des institutions qui, à un moment donné de l'histoire de notre pays, ont la charge de diriger ce pays. Je pense que, cela dit, je crois qu'il faut aborder le problème, en tout cas, j'essaie de l'aborder sous un autre angle. Oui. Je pense que la question n'est pas fondamentalement, elle y est, mais elle n'est pas fondamentalement sur la durée du mandat, oui. Elle est sur le processus de conquête du pouvoir. Comment on accède au pouvoir? Est-ce que les mécanismes d'accession au pouvoir ne sont pas des mécanismes qui rendent à l'avenir la gouvernance difficile? Donc je crois qu'il faut partir de sa proposition, qui est intéressante, pour élargir le débat aux institutions de façon générale, à comment faire, non seulement pour arriver au pouvoir. Non, je voudrais justement voir votre avis vous-même. Est-ce que vous pensez que c'est un des aspects, n'est-ce pas, de la problématique que nous connaissons dans la gouvernance constitutionnelle, mais vous partagez, est-ce que vous partagez justement cette proposition, n'est-ce pas, de mandat unique? Écoutez, ce que je partage avec l'honorable Diawara, oui, c'est le fait que sa proposition vient d'un constat factuel qui est tout à fait réel. C'est au niveau du fonctionnement de l'institution présidentielle. Et qu'est-ce que vous ne partagez pas là? Ce que je ne partage pas, c'est que je ne crois pas qu'en elle-même, le simple fait de limiter le mandat à un mandat soit de nature à régler le problème. Je pense que même si c'est un mandat, si les moyens utilisés pour arriver au pouvoir restent les mêmes, un mandat ou 2, les dégâts seraient les mêmes, et à chaque élection, il y aura toujours les mêmes problèmes. Je vais être un peu plus clair. Ça me ferait plaisir. On sait qu'en Guinée, et ce n'est un secret pour personne, que le jeu politique est essentiellement un jeu ethnique, un jeu communautariste d'associations de communautés ou de coopération de communautés pour la conquête du pouvoir. Et nous avons besoin en Guinée pour autant, puisque nous avons des institutions étatiques, à créer ce qu'on pourrait appeler un corps politique unifié, le peuple, c'est-à-dire avec une union des citoyens pour essayer de donner une plus grande force aux légitimités qui sont à créer à la suite des élections. Supposons que ce soit un mandat. Si c'est un mandat, celui qui veut le mandat, si vous n'encadrez pas la conquête du pouvoir, les anciens moyens demeureront. On usera des mêmes moyens, c'est-à-dire... Mais il se trouve quand même qu'une fois que vous avez eu le pouvoir, oui, vous n'êtes plus justement l'otage de la recherche de notre mandat qui pourrait justement vous faire de vous un otage de toutes les alliances que vous allez créer. Oui, mais celui qui viendra pourrait faire la même chose. Notre problème, c'est pas la personne. D'accord, monsieur Diallo, par rapport à la question, est-ce qu'au niveau de l'UFDG, vous pensez que cette proposition... Puisque vous parliez de l'UFDG. D'accord, alors monsieur Diallo, votre... Voilà, la durée du mandat du président de la République s'inscrit dans une logique démocratique. Le mandat, un mandat électif, c'est même pas seulement le mandat du président de la République. Plus il a une durée qui est longue, plus il y a des risques d'usure. Plus la durée est courte, plus il y a un risque d'instabilité. Donc, c'est un choix qu'il faut faire. Il appartient à chaque nation de faire le choix qui lui convient en ce qui concerne le mode, non seulement pour fixer la durée du mandat du président de la République, mais également pour décider s'il faut que ce mandat soit renouvelable ou pas. Donc, pour vous, le mandat long pose problème et le mandat court problème. Comment est-ce que vous l'expliquez? Non, je dis que le mandat court, lorsqu'il est court, il y a un risque d'instabilité. Lorsqu'il est trop long,
il y a un risque d'usure. Et maintenant, pour coller à l'argument qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire un seul mandat qui n'est pas renouvelable, là aussi, il y a des avantages, il y a des inconvénients. C'est-à-dire que si le mandat n'est pas renouvelable, il y a le risque que le président de la République en fonction perde ses pouvoirs dès qu'il sera vers la fin de son pouvoir, c'est-à-dire lorsqu'on s'achemine vers les deux dernières ou les 3 dernières années, il perd presque tout pouvoir parce que les candidats potentiels commencent à, disons, à s'impliquer dans la vie politique. Maintenant, quant au choix entre un mandat, un septennat et un quinquennat, le quinquennat, actuellement, c'est ce qui est actuellement en vigueur. Et c'est un quinquennat à la fois présidentiel et parlementaire. Si on veut modifier le quinquennat présidentiel, on crée un risque de cohabitation dans notre pays. C'est-à-dire que si le mandat du président de la République est de 7 ans et qu'il n'est pas synchronisé avec le quinquennat parlementaire, on peut courir le risque d'une cohabitation entre le président de la République et une majorité aussi. D'accord, voilà. M. Diawara. Mais la cohabitation en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Et je suis cohabitationniste dans la mesure où la cohabitation, c'est l'affrontement de 2 idéologies politiques avec... si on résiste à la cohabitation, on est obligé, ça renforce les institutions républicaines. C'est une façon de mettre les institutions républicaines à l'épreuve s'il y a la cohabitation. Mais le problème n'est pas là pour la cohabitation ou non. Le problème aujourd'hui, je veux que mes interlocuteurs me comprennent. Si la proposition est retenue, il ne s'agit pas de dire tout simplement un président est élu pour 7 ans. Tout ce qui est comme institution qui encadre la fonction présidentielle, qui encadre la vie politique et la vie sociétale, doivent être modifiés en fonction de ça. C'est pourquoi j'ai bien dit, j'ai été clair, qu'il nous faut une évolution constitutionnelle. Il ne s'agit pas de prendre un article que lui vient de décrire, le quinquennat, c'est quinquennat renouvelable. Et qui dit renouvelable, celui qui est au pouvoir fera tout pour se faire réélire. On a vu, ce n'est pas la première fois, on l'a toujours vu. D'ailleurs, l'Afrique est en ébullition par le fait aujourd'hui. C'est ce problème. Aujourd'hui, il y a même d'ailleurs un débat sur les 3 mandats qui alimentent beaucoup. Aujourd'hui, tout le problème, c'est à ce niveau. Moi, je dis tout simplement, pour que la Guinée retrouve sa stabilité, l'unité, et que l'élection présidentielle ne soit plus un enjeu qui risque de nous déchirer complètement, celui qui prend le pouvoir, il est là, il applique son programme. J'ai beaucoup d'autres idées, hein. Ça c'est une façon de dire, parce que pourquoi pas ne pas associer le perdant à la gestion du pouvoir. Tout ça, ça viendra avec les débats. Avec les constitutionnalistes savent comment réécrire ça. Mais je dis tout simplement, si nous voulons éviter tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce qui se prépare aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un renouvellement de mandat. J'ai comme l'impression, M. Diawara, que vous résumez les problèmes communautaristes, n'est-ce pas, ethniques et tout ça là, oui, à ce mandat présidentiel, oui, ou à ce mandat renouvelable. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en dehors justement du mandat, et en dehors même des présidentielles, que c'est une problématique que, n'est-ce pas, nos pays ont connue? Et si vous prenez au lendemain de l'indépendance en Guinée, le mandat n'était pas renouvelable, la première constitution. Mais ça ne devait pas empêcher justement que ce débat soit récurrent. Non, mais si le mandat n'était pas renouvelable, ça je ne l'ai pas su, je ne l'ai pas vécu, vous ne l'avez pas vécu non plus. Bon, prenez un pays comme la Russie. Ouais. C'est-à-dire la Russie, par exemple, le mandat c'est 4 ans, ouais, renouvelable, mais pas de façon successive. C'est-à-dire que vous pouvez passer vos 4 ans, vous partez, vous revenez encore. C'est très bien d'avoir des références historiques ou constitutionnelles ailleurs, c'est très bien. Mais la Guinée est unique. Moi, je voudrais que ce que nous voulons chez nous, que ce soit ce que les Guinéens voudront. C'est-à-dire, je veux dire qu'on propose aux Guinéens
pas tout simplement de faire élire un président, mais un président élu pour un mandat unique. Vous allez éviter beaucoup de problèmes. On a vu par exemple depuis l'élection du président de la République, il a eu la paix pendant 1 an. Il n'a même pas eu tellement de délai de grâce. Donc, c'est toujours dans un souci de se positionner déjà en présidentiable. Ça l'empêche de travailler, ça empêche la stabilité, ça empêche le développement et les programmes ne sont pas cohérents parce qu'il y a le souci de se faire réélire. Et si on vous disait par exemple que lutter contre ces esprits communautaristes, il faut promouvoir une gouvernance citoyenne de façon à justement ce que les citoyens se retrouvent en tant que citoyens et non tous. Monsieur Diallo, il y a tous les mots, nous connaissons, nous avons saisi tous les mots de la Guinée. Il en a parlé, il en parle, tout le monde sait. Mais avant d'en arriver à ça, il faut régler déjà le problème essentiel. Le problème essentiel d'abord, c'est que chaque débat politique ici tourne autour du président de la République. Il faut démystifier la fonction présidentielle. Dans d'autres pays, la fonction présidentielle est complètement démystifiée. Pourquoi? Parce qu'il y a un régime parlementaire qui donne tout le pouvoir au chef du gouvernement, au Premier ministre, et le président, il a son rôle, le Premier ministre a son rôle. Nous pouvons évoluer vers beaucoup d'autres évolutions constitutionnelles. Mais tous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose? C'est dire, le président de la République, il est élu, certes, mais il est élu pour un mandat. Et vous allez voir qu'à partir de ce mandat, les présidents pourront travailler correctement. Il n'y aura pas plus d'actions électoralistes, il n'y aura plus d'actions électoralistes, il n'y aura plus les moi opposants, d'autres opposants, dans les Oussilia. Vous croyez que si le mandat du président Alpha n'était pas renouvelable, si on disait qu'il n'avait qu'un mandat unique de 7 ou de 8 ans, vous croyez qu'il serait agressif à son égard? Jamais. Et c'est cette paix, c'est l'entente-là qu'il faut créer en Guinée pour que, enfin, nous retrouvons le chemin de... Bon, monsieur le ministre, par rapport... Je le reprends, je dis cette proposition a deux intérêts. Le premier, justement, c'est de déplacer le problème, de ne pas rester dans des débats stériles, politiques, en faisant semblant que nous sommes dans un environnement qui est favorable pour l'effectivité des institutions que nous avons choisies, la Constitution ou un certain nombre de normes juridiques. Je crois qu'il est important de rappeler que nous sommes dans un contexte culturel, social, historique et politique qui est si complexe et si difficile que la stricte lecture juridique ne suffit pas à nous sortir des problèmes. Le droit, et je le rappelle, le droit est toujours précédé par la politique. La politique permet de créer des environnements qui soient à mesure de créer des fondamentaux sur lesquels le droit s'applique. Si nous allons directement sur des débats juridiques, évidemment, moralement, cela se conçoit et cela se défend, mais sur le plan technique et de l'efficacité, si le droit n'est pas précédé par un consensus général politique, et comme vous l'avez dit, vous avez parlé de citoyens tout à l'heure, avec une adhésion consciente de l'ensemble du corps social, et qu'on ne met pas le droit au cœur de l'élite, qui est un débat, la société est à... Ne pensez-vous pas justement qu'au-delà justement de cette question de mandat ou bien de ces débats juridiques, moi je pense que le pouvoir est un moyen lucratif. C'est-à-dire c'est la perception que les Africains ont. Lorsque vous êtes au pouvoir, vous gérez les deniers publics, les fonctions attribuées permettent tout ce que cela. Et moi je pense que c'est à ce niveau que tout le combat se passe. C'est-à-dire la gestion équitable et équilibrée en termes d'équité justement, le partage des richesses et le partage des acquis de la République. Vous n'avez pas cette perception de la question? Il y a une réalité culturelle qui est là, mais l'œuvre de la politique, c'est aussi modifier la culture d'une société pour aller de l'avant. La politique est ambitieuse. Elle n'est pas simplement faite pour se calquer à une réalité sociale, parce que je peux vous dire, si c'est l'objectif de la politique, alors notre pays ne sera jamais démocratique, parce qu'on n'a pas. On a un ensemble culturel qui n'est pas démocratique. Je crois que ce n'est pas faire offense à notre culture. Et d'ailleurs, je crois que fondamentalement, aucune culture, d'aucune société
n'est naturellement compatible avec les idéaux démocratiques. Il faut modifier la culture pour les rendre conformes. Oui, mais aux valeurs comment y aller? démocratiques. C'est ça la solution. C'est ça la solution. J'aime aller sur les réalités. Maintenant, on va y aller. Sur les principes. On va y aller. Oui, mais d'abord, il faut être d'accord sur les principes. Non, les principes, parce on est que d'accord. quand on dit les Africains sont comme ça, les Européens aussi, ils ont aussi. Bon, ça, c'est une autre chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on a comme... Puisque si vous voulez proposer des solutions, il faut clarifier les problématiques. Quand l'honorable Diawara parlait tout à l'heure sur sa proposition, qui, je le dis, est intéressante parce qu'elle nous permet maintenant de dire quelle forme d'organisation institutionnelle il nous faut pour notre pays, pour garantir à notre pays un fonctionnement institutionnel et démocratique juste et stable. Par rapport à tous, ça c'est la question, par rapport à l'ensemble des Guinéens. Première chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut trouver dans ces réformes institutionnelles, il faut trouver des moyens pour maîtriser nos penchants identitaires, nos dérives identitaires. Première question. Bien. Deuxième souci, il faut que dans ces réformes des institutions, il faut trouver des mécanismes qui permettent de consolider les institutions à naître, leur légitimité. Parce que les institutions ne sont fortes que lorsqu'elles sont pleinement légitimes. Troisième problématique, l'honorable Diallo l'a dit tout à l'heure, dans toute réforme d'institution, il y a aussi le souci de la stabilité. Il y a des réformes qui sont radicalement démocratiques. Si elles ne vous garantissent pas une stabilité des institutions, vous ne pouvez pas y aller sur ce chemin. Je comprends. Oui, mais je vais finir ça, si vous permettez, sur ce point. Troisième et dernière problématique. Le but d'une démocratie, c'est de garantir l'alternance. Comment faire en sorte que toute réforme d'institution à venir soit à mesure de garantir pour chacun de nos concitoyens la possibilité légitime, par le jeu ouvert de politique, d'accéder au pouvoir. Alors, ce que moi, je pense, contrairement, si l'honorable me le permet, je crois que l'objectif, ce n'est pas de démystifier la fonction présidentielle, c'est de renforcer sa légitimité. Et c'est de aussi partager le pouvoir dans l'ensemble de la société. Moi, j'ai un certain nombre de propositions qui vont compléter les propositions de l'honorable. D'accord, avant de revenir sur vos propositions, sur ces questions. Je voudrais partir justement d'une de ces préoccupations qu'il a évoquées. Oui. Si vous prenez aujourd'hui, quand un décret est diffusé, c'est-à-dire chacun écoute, ce n'est plus justement la qualité, la compétence que les gens suivent. On regarde d'abord la coloration ethnique, comme il l'a dit, contenu. Vous avez vu jusqu'où son inquiétude est poussée pour aller justement vers faire cette proposition, je ne sais pas. Mais cela s'explique, si vous permettez. S'il vous plaît. Il a parlé du problème essentiel. Il n'y a pas de démocratie sans alternance. Et pour qu'il y ait alternance, l'institution chargée de l'alternance, il faut que les politiques aient confiance à cette institution. C'est le cas posé aujourd'hui de la CENI. C'est le cas posé aujourd'hui grosso modo de la CENI. Ok? Je parie. Si c'est le président en question aujourd'hui, élu pour un mandat unique qui était au pouvoir, le débat aujourd'hui autour de la CENI et des communes n'allait pas avoir lieu. Pourquoi? Parce que ça n'allait pas servir le président qui est là. On a l'impression que la CENI est là pour le pouvoir, que la CENI est là pour réélire le président de la République, que les communes qui sont aujourd'hui en place ne travaillent que pour le président. C'est l'image. C'est l'image qu'on donne. Et donc, ils ne voient pas la possibilité, l'opposition ne voit pas aujourd'hui la possibilité d'une alternance. Parce qu'ils se disent que l'institution chargée de gérer cette alternance est biaisée dès le départ. C'est l'état d'esprit, c'est l'état d'esprit, on ne peut rien, c'est l'état d'esprit et c'est ceux qui croient, dur comme fer. Est-ce que c'est votre perception? C'est sa perception, s'il ne l'a pas dit, c'est sa perception. Non, je veux savoir, est-ce que c'est votre perception? Non, mais attendez, il a dit quelque chose. Non, d'accord, je reviens à vous, est-ce que c'est votre perception? Quelle est votre perception par rapport en ce qui concerne la CENI, ce qui vient de non, il parle justement du fonctionnement des institutions et la mentalité. Je suis d'accord avec lui que la CENI doit avoir la confiance de tous les protagonistes des élections. Et c'est écrit noir sur blanc dans le protocole de la CEDEAO sur la gouvernance et les élections. C'est-à-dire une CENI. Pourquoi une CENI? C'est parce qu'il y a une défiance vis-à-vis des ministères de l'Intérieur qui organisaient les élections.
Donc, ça veut dire concrètement qu'une CENI doit avoir la confiance de tous les protagonistes. La légitimité. Voilà. Maintenant, le fait qu'il y ait aujourd'hui une CENI qui soit plus proche de la mouvance que de l'opposition, ceci n'est pas... Non, c'est une mentalité qui a dit, ce n'est pas un fait. Justement, je réponds. Que ce sont les préjugés. Je suis en train de répondre, ce n'est pas un état d'esprit pour l'opposition, c'est du concret. Il suffit simplement de voir aujourd'hui la composition de la CENI qui ne reflète plus le contenu de la loi parce que la CENI doit être mixte. Elle est de composition paritaire mixte. Vous avez désigné comme la parité. Non, la parité. On vous a demandé tout simplement une clarification. C'est ce que je suis en train de faire. Non, mais non. La CENI est plus paritaire. Vous avez proposé combien à ce départ? Justement, non, je ne veux plus. Moi, je ne veux pas qu'on revienne sur ça. Écoutez, on sait que l'opposition a désigné 10 représentants, la mouvance 10 représentants. Est-ce qu'ils sont là-bas encore? Je termine. La société civile 3 représentants, n'est-ce pas? Et ce qui fait la société civile 3 représentants, l'État 2 représentants. Ce qui fait au total 25 personnes. Et vous savez très bien que les 10 représentants de l'opposition ne sont plus dans l'opposition. Il y a des représentants qui sont maintenant... Attendez, je termine. Non, parce que la composition, elle est dynamique. Au départ, c'était des gens qui étaient désignés dans l'opposition, mais aujourd'hui, si vous regardez dans la composition, vous verrez que l'opposition n'a pas 10 représentants. C'est-à-dire que ces représentants ont muté. Exactement. Et je termine. Quand il y a une élection nationale, c'est normal que la composition paritaire change. Mais est-ce que la loi a prévu qu'au cas où vos représentants butent, c'est-à-dire qu'on va repenser naturellement, à partir du moment où c'est un organe paritaire, si pour une raison ou pour une autre, le représentant de l'opposition n'est plus là, soit par décès, soit lorsqu'il change de parti, il est allé de l'autre côté, on doit le remplacer. Est-ce qu'il y a des dispositions expresses? Ça, c'est un principe général. Ça, c'est un principe général de droit. Ici de partenariat avec l'université Hassan Ier de Ceuta au Maroc, l'université Roi Mohamed VI avec l'école nationale supérieure des mines de Rabat, l'institut des mines de Marrakech, le laboratoire de contrôle des matériaux et du sol du Royaume de Maroc, l'université Roi Mohamed VI développe toutes les filières académiques avec une marque originale sur le droit minier. Une opportunité pour la jeunesse estudiantine pour accompagner les réformes du secteur minier en Guinée et dans le monde. Le complexe Roi Mohamed VI, c'est une université d'excellence à Conakry dans la commune de Matoto et un institut polytechnique de référence à Kamsar. L'université Roi Mohamed VI vous accueille chaque année à bras ouverts. À l'université Roi Mohamed VI, nous sommes formés pour le culte de l'excellence. Et puis l'université Roi Mohamed VI soutient la promotion de la démocratie en Guinée. C'est-à-dire que lorsque c'est une composition paritaire, dès que la composition change, l'organe qui est représenté doit désigner le remplaçant. Maintenant, tout à l'heure, là, sur le mandat, vous m'avez sauté. D'accord, allez-y. Voilà, parce que je voudrais revenir sur le mandat. Il ne faut pas qu'on aille... D'accord. C'est moi, il va terminer. Je suis le contradiction, mais contradictoire. Oui, mais tout à l'heure, vous avez eu droit à la parole. D'accord, j'ai eu droit. Moi, je n'ai pas parlé sur le mandat, là. Non, c'est une minute. Oui, allez-y. Voilà. Bon, je voudrais revenir sur le mandat, la proposition de mon collègue Diawara. Il y a 2 volets dans sa proposition. D'abord, il propose un septennat. Ensuite, il voudrait que ça... Je pas un septennat, ça peut être 6 sénats ou 2 sénats. Pas un mandat de 5. C'est au peuple de Guinée de décider. Il peut être même un quinquennat. C'est le peuple de Guinée renouvelable. Lui, il est très ouvert par rapport à... Alors, ok, moi ce que je voudrais dire, tout à l'heure j'ai rappelé que lorsque le mandat n'est pas renouvelable, ou même lorsqu'il est renouvelable, remarquez, même aux États-Unis, le président de la République qui est en fin de mandat, ou en France ou ailleurs, lorsqu'il est en fin de mandat, il perd les pouvoirs de plus, c'est-à-dire oui, ça fait partie des inconvénients. Vous savez, quand il fait des propositions, on dégage les avantages et les inconvénients. Les avantages et les inconvénients. Et je voudrais rappeler que le quinquennat proposé, qui figure dans la Constitution actuelle et qui a été voté par le CNT, rapproche la Guinée des meilleures pratiques
européennes et des meilleures pratiques africaines. Aujourd'hui, le septennat, en tout cas un mandat qui est supérieur au quinquennat, hein, surtout le septennat, c'est des mandats qui n'existent pas beaucoup. C'est-à-dire, c'est du bout des doigts que vous allez compter le pays. Mais renouvelable. Renouvelable. Voilà. Mais attendez, je termine. Même pour le renouvellement, là, c'est discutable. Regardez un pays comme la France, qui a pratiqué le septennat pendant 129 ans. La première fois que le septennat a été institué en France, c'était en 1873, lors de la Troisième République, par le maréchal MacMahon. Et de 1873, le septennat a été pratiqué en France jusqu'au premier mandat de Chirac, c'est-à-dire en 2002. Je suis d'accord. Et pendant 129 ans, seul Mitterrand a pu faire 2 mandats de septennat. Tous les autres, personne n'a réussi à faire 2 septennats. Donc c'était toujours un septennat. Chirac, par exemple, c'est lui le dernier qui a fait le dernier septennat en France. Donc ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que le quinquennat est un facteur d'uniformité et de modernité en démocratie. Et en démocratie, il y a Jean-Jacques Rousseau qui a énoncé que, surtout en République, dans une République, plus le pouvoir a de force, plus le souverain doit se présenter fréquemment au corps électoral. Donc, le quinquennat est un principe d'essence plus démocratique qu'un mandat plus long. Moi, je suis partisan du quinquennat. C'est pour cela que le CNT aussi, pour être en phase avec les meilleures pratiques en matière de démocratie, c'est pour cela que le CNT a choisi le quinquennat. Et ce n'est pas un hasard. D'accord. Voilà. M. Diawara, vous voulez rapidement? Non, rapidement. Et il a parlé de la CENI. Oui. Et le ministre a parlé de problèmes d'alternance. Oui, du fonctionnement. Oui. La CENI, c'est l'institution chargée de l'alternance. Ils n'ont pas confiance. Déjà, ils posent des problèmes. À qui la faute? Si les 10 membres de l'opposition, ce qu'ils prétendent dire, ne répondent plus aux instructions, et ce qui est déjà condamné par la loi, de l'opposition. Ce n'est pas la faute à nous. Et c'est ce qui crée le problème aujourd'hui, c'est parce que l'institution chargée des élections, ils n'ont pas confiance. Et tant que les acteurs politiques n'ont pas confiance à l'institution chargée des élections, il y a toujours des problèmes et il y aura toujours des contestations. Non. Il y aura toujours des contestations. Non, mais j'ai voulu vous répondre tout à l'heure, mais pas vous. Il y aura toujours la contestation. C'est pour éviter toutes ces contestations. Quand il me dit le quinquennat en France, le quinquennat aux États-Unis c'est 4 ans, ailleurs, non, je ne veux pas qu'on importe. L'exemple ailleurs, la France n'a pas 4 régions naturelles. La France n'a pas le problème communautaire. C'est vrai, ils ont un peu le problème communautaire par l'immigration. Mais l'essentiel, ce n'est pas ça, la France. La France, c'est une nation. Et je l'ai dit et je le redis, pour qu'on parle d'une nation, il faut minimum, selon le sociologue, 1000 ans. La Guinée n'a pas 1000 ans. La République de Guinée n'a pas 1000 ans. Donc, on tend vers la nation. Nous tendons toujours vers la nation et elle n'est pas faite encore. Elle sera faite par la pratique, avec le temps. Mais aujourd'hui, nous voulons une démocratie apaisée. Une démocratie simple, où on ne se tue plus dans la rue parce qu'il y a une élection présidentielle. Je dis, la meilleure façon d'éviter ces accrochages, il faut un mandat unique. Si le mandat il est unique, aujourd'hui le problème de CENI n'allait pas se poser. Syria et Selou n'allaient pas poser, ils allaient poser ça entre eux, mais le président de la République ne serait pas accusé, parce qu'il n'est pas candidat. Donc, il serait en dehors du champ de bataille. Si je vous comprends, vous avez besoin d'une démocratie quand il me dit maintenant que quand c'est court, c'est conflictuel. Quand c'est long, c'est problématique. Ça veut dire alors que le deuxième mandat de chaque président devient automatiquement problématique à la fin de son mandat. Parce qu'il y a toujours une fin. Bon, si je vous ai compris, vous avez besoin d'une démocratie qui tienne compte des réalités. Des réalités de notre pays. On a 6 ans, il est élu pour 6 ans, il a son programme. Mais les contours de tout ça, on n'est pas là pour discuter. Ça, c'est les spécialistes. On va discuter, on va voir,
une constitution. Justement, il y a le ministre qui voulait faire des propositions sur la question. Non, vous voyez, tout à l'heure, on a encore dérivé sur la CENI. Naturellement. Bon. Non, voilà. c'est en toute logique. Hein. C'est pas La interdit. CENI est une institution Très importante par rapport quand on parle d'élection. C'est pas interdit. Justement, je pense que la question, le fait qu'on dérive, quand on commence à parler sur ce genre de questions, prouve à quel point, finalement, dans notre pays, nous passons un peu plus de temps, de façon tout à fait légitime, mais assez mineure, un peu plus de temps à parler des effets que des causes. L'état de la CENI, l'état de nos crises politiques, l'état de notre crise de la société s'explique par quelque chose. Et ce débat de fond, c'est ce qui, me semble-t-il, est intéressant par rapport aux propositions qui sont faites. À l'état actuel de nos institutions, à l'état actuel de notre société, de sa culture et de son schéma mental et social, l'opposition aujourd'hui qui parle de CENI et de transhumance politique, elle serait au pouvoir aujourd'hui, elle subirait les mêmes effets. Parce que les fondamentaux de base n'y sont pas. Et c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de ne pas limiter les débats politiques de notre pays à des questions de personnes. C'est un débat de société profond. La société guinéenne elle-même incarne un certain nombre de travers qui nous empêchent d'avoir des institutions vivantes et efficaces. Quels sont ces travers, monsieur le ministre? Mais le premier travers, ce sont les choix identitaires. C'est la question identitaire. Vous aviez posé une question tout à l'heure. Vous avez fait un constat, sur les nominations. Et vous avez parfaitement raison. Lorsqu'il y a des nominations, on regarde les noms. Et ceux qui regardent les noms ont eux aussi parfaitement raison. Mais voilà ce qui se passe. Nous avons transposé un modèle institutionnel et politique dans une société qui n'y est pas apprêtée, adaptée. D'accord? Dans une société démocratique normale, lorsque vous cherchez le pouvoir, quand vous avez le pouvoir, vous gouvernez avec les personnes, le groupe de personnes qui vous ont soutenu. Donc vous nommez ces personnes. Oui. D'accord? Oui. Il se trouve que chez nous, quand vous cherchez le pouvoir, vous le cherchez avec une communauté. Un groupe de personnes qui ont des référents identitaires assez semblables. Oui, est-ce que oui, il faut... J'en viens à la conclusion. Bien. Donc, si vous suivez la logique politique, vous nommez les gens qui vous ont accompagné à conquérir le pouvoir. Mais il se trouve que ces gens sont identitairement comme vous. Si vous le faites, vous frustrez votre communauté. Donc on voit bien que le jeu politique n'est pas adapté à la réalité sociale et culturelle de notre pays. On ne peut pas faire ce jeu ici, parce que si on le fait, on frustrerait, on exclurait certaines communautés qui sont pour autant des communautés à part entière de la nation. Et quelle est la solution? Il faut changer le jeu. Comment? Maintenant, il y a un certain nombre de propositions. Bien. Ça m'intéresse. Je crois que ce qui est important, c'est de faire... Alors, je ne pense pas qu'un mandat de 5 ans soit essentiellement sans problème, plus moderne que celui de 7 ans ou moins. Comme l'a dit l'honorable, je pense que 5 ans peut avoir des aspects positifs ou négatifs, 7 ans aussi. Je ne crois pas qu'il y ait une leçon absolue qui consisterait à nous faire dire que 5 ans serait meilleur que 7 ans dans l'absolu. Et je ne pense pas d'ailleurs que parce que la durée du mandat de l'Assemblée et celle de la présidence soient les mêmes, qu'on peut éviter automatiquement la cohabitation. Vous pouvez organiser, le peuple est souverain, vous pouvez organiser 2 élections le même jour et qu'il y ait des choix différents, puisque je rappelle que les députés, par exemple, lorsque vous voulez être député à l'intérieur du pays, les citoyens peuvent choisir des gens qu'ils connaissent. Ils ne peuvent pas forcément choisir, dans un contexte normal évidemment, en fonction du parti. Ce qu'il faut, c'est d'abord en amont, encadrer la conquête du pouvoir. Essayer de faire en sorte, en cherchant des solutions, pour essayer, ce n'est pas des solutions magiques, mais au moins d'encadrer nos travers identitaires. Moi, j'ai un certain nombre de propositions sur ce point. La première chose, par exemple, on pourrait réfléchir sur les possibilités de parrainage pour être candidat. Lorsque vous voulez être candidat à l'élection présidentielle, de quelque origine ethnique ou communautaire qu'il soit, on vous impose par exemple d'avoir de la Basse-Côte,
à la Moyenne Guinée, en passant par la Haute Guinée jusqu'en forêt, dans chaque région naturelle de notre pays, on vous impose, je donne un chiffre, ça peut être plus ou moins, on vous impose par exemple d'avoir 100 000 parrainages de nos compatriotes de Basse-Guinée, de Moyenne Guinée, de Haute Guinée et de forêt. Avant la validation de votre candidature, 100 000 parrainages, ça peut être 50 000, ça peut être 150, ça peut être moins. Voilà. Mais ça, d'abord, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'on contraint il y a une intégration les candidats, oui, d'abord, à savoir que s'ils veulent être candidats, ils ont besoin de cette unité de la nation. Oui. Ils ont besoin d'abord du soutien préalable des citoyens. Et je rappelle que si vous êtes candidat malinké, ou peul, ou forestier, et que vous voulez chercher, si vous êtes malinké, candidat, vous voulez chercher les voix du parrainage en Moyenne Guinée, vous n'allez pas aller faire signer aux ressortissants de la Haute Guinée en Moyenne Guinée. Oui. Donc il faut qu'il y ait une commission qui contrôle les parrainages. Si vous êtes candidat Peul, vous voulez les voix de la Haute-Guinée, vous n'allez pas faire demander aux ressortissants de la Moyenne Guinée qui sont installés en Haute-Guinée, accompagnez-moi, parce que sinon le parrainage n'a aucun intérêt. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce système de parrainage a un intérêt, ça va pousser les candidats à aller vers nos concitoyens dans les villages, à expliquer leurs projets de société. Parce que généralement, parfois, ils ne savent pas lire, puisque nous avons une langue officielle, qui est le français, et nous avons une partie de nos compatriotes qui ne peuvent pas lire en français. Si vous voulez le parrainage de quelqu'un, il faut aller lui dire qu'est-ce que vous avez à lui proposer comme projet de société. Donc, ils sont obligés de faire la campagne avant la campagne. Deuxième chose. Troisième avantage de ce système de parrainage, et ça c'est en amont pour amoindrir évidemment les choses, ce n'est pas un système qui règle tout. Nous pensons que ce qui règle aussi les choses, c'est qu'une gouvernance, quel que soit le système en amont, si en aval, le système qui vient n'est pas une gouvernance juste, libre, ouverte, inclusive, et qui ait la conscience, la pleine conscience du fait que si dans ce pays, on peut gagner le pouvoir par des jeux communautaires, on ne pourra pas gouverner avec efficacité par des jeux communautaires. Première proposition, j'ai pas fini, j'ai des propositions. D'accord, je vais les finir. Après on va discuter. Si vous permettez. On va déjà discuter de celles que vous avez, qui sont très intéressantes. Je vais donner le dernier, l'avant-dernier. Au niveau des partis politiques, il faut instaurer le primaire. Et que nos concitoyens voient que lorsqu'on parle de l'UFDG ou du RPG, que ce n'est pas parce qu'on est tous malinqués, Peul ou Soussou qu'on pense forcément tous la même chose. Il faut introduire le débat contradictoire à l'intérieur des partis politiques. Il faut que si un parti doit présenter un candidat, la loi impose à l'intérieur de ce parti des primaires et qui opposent d'abord l'élite, les cadres de ce parti, et celui qui gagnera à l'intérieur de ce parti pourra évidemment souscrire aussi à la logique de candidature après. Enfin, il faut pénaliser dans les campagnes politiques en Guinée, il faut sévèrement pénaliser tous les propos d'exclusion, de discrimination, des propos ethniques. Il faut le pénaliser, il faut qu'il y ait une commission de surveillance pendant les campagnes pour prévenir les candidats en disant vous êtes responsables de ceux qui parlent en vos noms, mais aussi évidemment au niveau des médias, lorsqu'il y a des propos d'exclusion, de haine, d'appel à la violence ou de discrimination, la candidature doit être invalidée. Ce que vous dites est tellement intéressant, c'est-à-dire vous l'avez évoqué en amont, mais en aval, ça répond à une des préoccupations que vous avez évoquées tout à l'heure, c'est qu'au finish, lorsque vous êtes sorti, donc nommé au terme d'une telle bataille d'intégration, les personnes que vous allez nommer vont se retrouver, n'est-ce pas, dans toutes les régions et dans toutes les communautés. Donc, ça répond à la préoccupation de M. Diawara. Oui, M. Diallo. Bon, j'avoue que ce que le ministre Gassama vient de dire, globalement, c'est très intéressant. Mais je voudrais, je ne sais pas, est-ce que, vous savez, nous tous ici, on peut faire des propositions pour apaiser le climat politique en Guinée. Je voudrais simplement rappeler qu'aujourd'hui, en termes de législation, la Guinée dispose quand même d'un dispositif juridique et institutionnel qui est conforme aux meilleurs standards internationaux. Comment vous l'expliquez? Donc notre problème, oui, ce n'est pas simplement forcément un problème de réforme constitutionnelle ou autre. Notre problème, c'est un problème d'application
c'est-à-dire des textes qui existent. Je ne dis pas que tous les textes-là sont parfaits. Ils méritent des réformes, y compris des réformes constitutionnelles. Mais le peu qu'il y a aujourd'hui nous permet de vivre en paix et en sécurité et en toute harmonie si le peu de textes qui existaient là étaient respectés. Est-ce que vous pouvez donner quelques... Je donne des exemples. Nous tous ici, nous passons notre temps à dire que les partis, on ethnicise la politique ou on politise l'ethnie. Ou que les partis politiques sont tous inférieurs de l'audience communautaire. Oui. Mais à partir du moment où des lois existent, il y a des lois qui encadrent les activités politiques. Il y a un gouvernement, il y a un État qui est en place. Que l'État applique les textes, puisque obligation est faite à tous les partis politiques de respecter les valeurs de la République. Mais si l'État qui est là, lui-même a un comportement qui n'est pas républicain, si l'État s'identifie à une ethnie comme un parti politique, c'est ça le problème. C'est-à-dire quand un parti politique s'identifie à une ethnie, quand moi, Maître Diallo, je viole la loi, c'est grave, mais ce n'est pas très grave, ça ne compromet pas la vie de la nation. Mais par contre, quand l'État lui-même ne respecte pas la loi ou a un comportement anti-républicain, c'est ça qui est grave. Moi, je pense que dans la... Je parle en gros. Parce que vous confondez l'État et les organes de l'État. Vous voulez parler du gouvernement. C'est l'État et les démembrements. C'est-à-dire que c'est nous tous. D'accord. Je parle des gouvernants. Donc, moi, je pense qu'en Afrique, en particulier en Guinée, nous devons constamment, c'est vrai, adapter nos institutions à nos réalités. Monsieur le ministre en a longuement parlé. Ça ne sert à rien d'importer ce qui est ailleurs, mais encore une fois, on est dans un village planétaire, on s'inspire quand même de meilleures pratiques dans tous les domaines, y compris en matière de gouvernance, en matière de pratiques constitutionnelles. Donc il faut s'inspirer des meilleures pratiques, les adapter à nos réalités locales pour évoluer. Et les textes ne sont pas figés, ils peuvent évoluer. On peut les amender, on peut les améliorer. Donc, mais encore une fois, je pense que si on veut préserver la paix et la sécurité, l'entente dans un pays, dans tous les pays du monde, il faut trouver une formule, un dispositif qui permet de partager le pouvoir, de partager les richesses et de partager la terre. Si vous gardez tout pour vous et vous voulez la paix, ça ne peut pas marcher. Il faut partager le pouvoir, la terre et les richesses. Bien, M. Diawara. Bien, je reviens un peu à sa proposition. J'ai dit que ma proposition, elle est évolutive et il y a beaucoup à y contribuer. On a beaucoup de solutions. Lui, il a parlé de parrainage. Moi, je dis, c'est une proposition, par exemple, qu'on peut intégrer dans le dispositif final. Et moi, j'ai pensé à deux choses. Premièrement, les grands électeurs. Quand je parle de grands électeurs, les grandes villes de la Guinée. Tu prends Zéro Corée, tu prends Kankan, Sigiri, Labé, Mamou, Boké, Conakry, et il y en a tellement. Des villes tests où chaque candidat à la présidence, au final, est obligé d'avoir un certain nombre de pourcentages. Ça t'oblige d'aller vers eux. Aujourd'hui, pendant la dernière campagne présidentielle, il y a des candidats qui ne sont pas partis dans cette région. Comment vous voulez parler, vous voulez diriger une nation sans connaître même ce peuple? Ce n'est pas possible. Il y a des candidats qui ne sont pas partis dans des régions. Ils sont restés, il y en a qui sont restés même à Conakry. Mais est-ce qu'ils ont les moyens? Voilà. Non, ce n'est pas une question de moyens. Bon, d'accord. Oui, mais il y a le problème. Quand on veut le suffrage national, eh bien, écoute, on se donne les moyens d'aller chercher le suffrage national. Donc, quelqu'un l'a dit ici. Cela veut dire que n'importe qui ne peut pas être candidat. Parce que quand vous n'avez pas les moyens... Quand on dit ça aussi, on fait une restriction démocratique. Bon, on n'a pas ce droit. Moi, je dis tout simplement, quand on veut diriger, il va être un parti quoi? Quand on veut diriger un pays, il faut se donner les moyens d'aller voir les composantes de ce pays. Et c'est très important. On ne peut pas être candidat et ne pas dépasser Koya. Ce n'est pas possible. Ce n'est que 5% de la Guinée, ça. Donc, moi, je dis, il nous faut voir, réfléchir sur la question des grands électeurs, qui obligerait tous les candidats à aller au Fouta, aller en Haute-Guinée, de se faire une base. Il a dit, ça peut être le parrainage, ça peut être les grands électeurs, mais surtout, ça peut être
l'intégration obligée. Il y a des choses pour éviter. Il y a des textes qui ne s'écrivent pas. Parce qu'on se croit dans une autosatisfaction, dans une nation, dans une république. C'est vrai, les textes sont là. Mais dans les faits et dans les réalités. Et c'est ça la réalité. Ça devient un tabou. Ce tabou, personne n'a envie de faire jeter ce verrou. Mais c'est l'intelligence. Il faut comprendre soi-même. Moi, je ne peux pas gouverner si je n'ai pas 1% de Fouta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont l'impression que je gouverne contre le Fouta. Je ne peux pas gouverner si j'ai 1% de la Haute-Guinée. Mais est-ce que cette question, par exemple, aujourd'hui, vous ne rencontrez pas de problème à ce niveau, au niveau, par exemple, des alliances? Parce que quand vous avez une alliance avec un parti, vous avez dit que les partis sont constitués sur des bases communautaristes. C'est-à-dire que le parti, vous demande en contrepartie des postes. C'est-à-dire des fonctions. Je comprends. Vous êtes obligé parfois de donner. Il y a des sujets. Nous sommes tellement responsables ici. Il y a un ministre de la République, il y a des honorables, et vous êtes l'opinion nationale. Vous êtes écouté. Il y a des sujets qui ne sont pas, qu'on ne doit pas mettre à la consommation nationale. C'est ce que je vous dis. C'est pourquoi, si je reviens toujours... Non, je vous dis, ça fait partie des acquis de votre proposition. Voilà. Parce que si le mandat indique, les alliances dont il est question, dès l'instant que vous êtes nommé, vous ne vous souciez pas d'abord de votre élection. Donc les alliances que vous allez chercher par ici et par là qui peuvent vous donnez parfois des ministres qu'on ne peut présenter à personne, et tout ce que cela comporte. C'est-à-dire vous êtes à l'abri de ces ministres gadgets. Voilà, donc ça c'est vous qui le dites. Donc voilà, ce que je vous dis, tout simplement, ce que je veux dire, c'est l'intérêt de ma proposition. Vous êtes obligés d'aller vers tous les peuples de Guinée. Le peuple de la forêt, le peuple du Fouta, le peuple de la Basse-Côte, le peuple manding. Tu ne peux pas être un président qui n'a pas l'adhésion et le consensus d'une bonne partie de ses représentants. C'est pourquoi on dit le mandat unique, une fois qu'il est là, vous êtes obligé de travailler sur un programme. Et on va plus loin. On n'ira plus loin dans la réforme constitutionnelle. Il faut quand même une institution nationale qui fait la grande programmation pour le développement du pays. Bon, d'accord, je pense que... Ça, c'est un autre volet, et ça viendra dans le volet. Justement, on ne fait que jeter les bases de cette discussion, et nous sommes un peu pris par le temps. Je vais voir justement par rapport au débat du jour, à la problématique que nous avons posée, quelles sont vos dernières approches au terme justement de ces différentes contradictions que nous avons eues. Je vais commencer par... Bon, d'accord, monsieur le ministre. Mais, écoutez, j'ai un désaccord avec l'honorable Diawara et l'honorable Diallo. Sur la notion des grands électeurs, je pense que c'est une notion d'abord un peu monarchique, et puis qui aura probablement des allures de corruption. Je crois qu'il faut aller directement vers les citoyens. Il y a un principe d'égalité des citoyens. Le système de parrainage me paraît à ce niveau plus démocratique que de prendre des villes où on va choisir un certain nombre de personnes qui vont... non. Quand je parle de grands électeurs, je parle des grandes villes. Il faut qu'on voit ça. Je ne parle pas des individus qu'on va choisir. Là, on a le risque de corruption. Mais je parle de grandes villes. Une ville comme Mamou, Labé, Sigiri, Kankan, Zérekore, Bouké et Conakry, on a droit à avoir obligatoirement un certain nombre de pourcentages pour représenter la nation. Alors en Guinée, on a l'impression que l'application de la loi pourrait faire fi du contexte politique, du contexte structurel et culturel. On dit, on a un dispositif juridique impeccable. En gros, imparfait, il a lui-même dit que rien n'est parfait. Ce que j'appelle l'état légal. Oui, voilà, il y a un dispositif. Donc, je dis, l'esthétique technique du droit, de la loi, ne suffit pas pour son application. On ne met pas en cause le fait qu'il y ait des articles qui soient bien rédigés, qui vont dans le même sens sur le plan des valeurs. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est que si la question était juste au niveau de l'application des lois,
ce que nous souhaitons tous. Et à commencer par moi, je suis ministre des droits de l'homme. Je souhaite et je dénonce souvent justement ce fait que les lois ne sont pas appliquées et surtout dans le domaine de la sanction. Nous savons à quel point notre pays a des difficultés en matière de lutte contre l'impunité. Je dis et je le reprends, le droit a besoin préalablement d'un environnement politique qui soit à même d'accueillir son applicabilité. C'est votre dernier mot. C'est pas mon dernier mot. Allez-y, mon dernier mot, oui. si vous me permettez, oui. C'est justement cette notion d'État. L'État est aussi la résultante de la réalité sociale et culturelle. Je dis, et ce serait mon dernier mot, qu'il faudrait que nous travaillions ensemble, tout en vivant sur la réalité qui est sur place, c'est-à-dire en rappelant à l'État son obligation de faire respecter jusqu'à ce que les réformes arrivent, en tout cas la loi qui existe, le droit qui existe, mais en amont, il n'est pas interdit d'engager des réformes pour permettre à notre pays qu'en l'État se retrouve l'ensemble de nos concitoyens, quelle que soit par ailleurs leur opinion, leur origine, et que leurs droits et leurs libertés soient garantis par ceux qui gouvernent, mais cela suppose qu'en amont, on les encadre et qu'en aval, la gouvernance soit évidemment fondée sur un certain nombre de valeurs démocratiques universelles. Merci. Monsieur Diallo, votre dernier mot? Oui. L'État se doit en tout temps de faire respecter la loi, puisque la loi, par définition, est l'expression de la volonté générale. Sinon, ce n'est plus le règne du droit, c'est le règne de l'arbitraire. Donc, en tout temps, quelles que soient les défaillances ou les insuffisances que nous avons au niveau des lois de la République, l'État doit veiller à leur application stricte. C'est la seule condition pour garantir la paix et la sécurité. Et je pense que les valeurs de la République doivent être défendues par tous les organes de l'État, quel que soit leur niveau de responsabilité, puisque c'est la seule manière pour nous de bâtir notre nation, comme le disait tout à l'heure le doyen. Si on met l'accent sur la loi, sur les valeurs de la République, sur les valeurs de la démocratie, c'est ce qui va nous permettre de bâtir une nation. Une nation unie et prospère, comme M. Diawara, votre dernier mot. Je ne pas grand-chose, on revient toujours à ma proposition. Si vous voulez qu'il y ait une nation forte, les lois sont respectées, il faut mettre en place un président de la République qui n'a pas la hantise de réélection. Tant que cette hantise de réélection est là, il y aura toujours des débordements, il y aura toujours des passe-droits. Donc pour que la Guinée soit unique, comme on le souhaite, il faut que le président soit élu pour 5, 7 ans, 6 ans ou 8 ans comme on va le faire, mais il est élu, il n'a plus besoin de se faire réélire et il va faire appliquer la loi parce qu'il n'a pas de dette électorale. Bien, voilà, amis téléspectateurs, c'était là donc l'essentiel de cette émission Justice, Démocratie. L'émission a porté justement sur une proposition du président du PTS, celui l'honorable Mamadi Diawara, qui propose un mandat unique de 7 ans, 8 ans, justement, en tout cas un mandat unique pour la République de Guinée. Sa vision justement, c'est de voir comment est-ce qu'il faut stabiliser, éviter les soubresauts justement que nos États enregistrent en période de préélectorale. Je pense que sa proposition a fait l'objet de débats qui vous ont intéressé. En tout cas, nous avons reçu ici même au plateau de la télévision nationale le ministre des Droits de l'Homme, M. Gassama Diaby, et avec lui dans cette émission, M. Amadou Diallo, il est le président de la commission des lois au niveau de l'Assemblée nationale. Il est vice-président précisément de la commission des lois au niveau de l'Assemblée nationale. Il est en même temps député de l'UFDG et M. Mamadi Diawara est le président du PTS, en même temps député à l'Assemblée nationale. Il est le président de la commission de délégation au niveau de cette institution de la République. Avec ces trois invités, nous avons tenté justement, nous avons cerné les contours de cette proposition. Je pense que vous avez été particulièrement bien servi. L'émission vous a été proposée par Abdoulaye Djibril Diallo. Merci de l'avoir pratiqué. Et le débat continue sur le sujet.